Je suis ravi d'animer, puisque c'est ainsi que mon rôle a été consacré, cette dernière table ronde. Je voulais commencer peut-être en m'excusant pour l'impolitesse qui a été la mienne de ne pas être présent tout au long de la journée, mais comme j'ai eu le plaisir de le dire aux organisatrices, nous avions Christophe Soulard aujourd'hui, avec lequel nous avons notamment discuté de l'IERDJ, de l'intérêt de cette recherche pour les juridictions et de l'intérêt de la recherche universitaire pour l'IERDJ. Tout ceci a donc du sens. On m'a expliqué que les précédents débats, et j'ai quand même pu écouter la présente table ronde, étaient de très haut niveau, donc il nous appartient de faire au moins aussi bien. Cela étant, je n'en doute pas, compte tenu du thème qui s'inscrit parfaitement dans le prolongement de cette journée, ça me permet de souligner la qualité du programme, sur cette prévention et sanction des atteintes à l'environnement. Alors sans doute, lorsque l'on regarde les sous-thèmes, ceux qui sont confiés aux différents intervenants, il est plus question de sanctions. Puisque l'on va parler de la répression, de l'organisation de cette répression au sein des juridictions et un certain nombre de questions que cela pose. Alors, on peut aussi considérer que, d'une certaine façon, réprimer efficacement les atteintes à l'environnement est un moyen de les prévenir. La fonction dissuasive de la sanction, on pourrait disserter longtemps, je ne vais pas ici m'attarder, certes. Mais il faudrait peut-être, et c'est l'objet de nos réflexions, penser cette sanction dans ce sens, à la fois dans sa sévérité d'une part et dans son effectivité surtout d'autre part, mais il en sera question. Peut-être juste simplement un mot pour dire, ne serait-il pas possible de prévenir au-delà de la sanction? J'évoque simplement un point, ce qui me permet de faire écho à un travail que nous avons mené auprès du procureur général François Molins sur certains mécanismes purement préventif, je me permets de dire ainsi ce qui pourrait être une forme de référé repensé. Alors bien sûr, il existe les référés en matière civile, les référés en matière administrative, le référé pénal environnemental également. On voit bien qu'on pourrait leur donner une autre consistance, un autre corps, et des propositions qui ont été faites, et dans le dossier documentaire, on en retrouve certaines, notamment le rapport Justice pour l'environnement qui déjà l'envisageait. Je vous invite à lire le rapport du groupe Molins sur ce point également. Et puis, pourquoi pas aussi de poser la question devant quel juge ce référé serait-il porté et peut-être la perspective d'un juge unique. Mais sans aller dans cette prospective pour le moment, revenons-en à ces questions qui sont les nôtres sur la prévention et la répression, car que l'on parle du système actuel, des référés, des sanctions, des atteintes, enfin des mécanismes de sanction des atteintes, la question est de savoir qui porte ces actions et pour à nouveau souligner la qualité du programme, nous terminions la table ronde précédente avec le rôle de l'association et la passionnante intervention de France Nature Environnement à travers la voix de Nathalie Chaudon. Et c'était tout naturel de donner ensuite la parole à celui qui souvent est la voix de l'association, si j'ose dire, mais pas que. En tout cas, l'avocat, bien sûr, qui va porter ces actions. Alors au nom de qui, devant qui, quelles actions? Je me permets simplement d'essaimer un peu les quelques questions que tu poseras avec nous. Je présente à peine Sébastien Mabille qui est avocat au barreau de Paris. Tout le monde sait l'engagement de maître Mabille sur les questions d'environnement et notamment tant dans la recherche, puisqu'il avait consacré sa thèse de doctorat à ce sujet, que dans sa pratique, et puis, je me permets de le dire, je fais un peu d'autopromo, dans ses enseignements, puisqu'il enseigne notamment ces matières à Aix-Marseille Université, ce dont nous sommes très heureux, puisqu'il peut ainsi valoriser le travail fait par le Pacte mondial pour l'environnement, et encore ces nombreux ouvrages et articles qu'il a pu écrire. Bon, sans plus tarder, j'ai déjà été long, je vais tout de suite céder la parole, cher Sébastien. Merci Jean-Baptiste, merci Monsieur le Doyen. Bonjour à toutes et à tous et merci à la Cour administrative d'appel d'accueillir ce colloque. Alors d'où je vous parle, de celle d'un humble mandataire, avocat, qui représente souvent des personnes, associations, mais aussi établissements publics, qui portent une part de l'intérêt général et qui, à travers cette part de l'intérêt général, tente de porter la voix des biens communs et de leur défense et de leur préservation. Donc les communs, donc on a souligné à plusieurs reprises depuis ce matin qu'il n'y avait pas de définition des communs, en tout cas qu'elle était difficile. En tout état de cause, on peut s'accorder sur le fait que les communs regroupent en partie des choses nulles, res nullius, qui sont non appropriées mais appropriables, telles que le gibier, le poisson, mais aussi des res communus, des choses communes non appropriées, non appropriables telles que l'océan, le climat ou la biodiversité. Ces choses, qu'elles soient nulles ou qu'elles soient communes, n'ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas
porter leur propre voix et sont par ailleurs, on le constate tous les jours, négligées à travers les différentes pressions qu'elles exercent. C'est d'ailleurs pas nouveau, et je citerai Aristote dans Politique. Aristote qui écrivait déjà « Ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet des soins les moins attentifs. L'homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre. Il a tendance à négliger ce qui est commun. » Voilà, vous voyez, nos réflexions qui nous animent aujourd'hui étaient déjà celles qui animaient les penseurs de la Grèce antique. Donc, qui peut agir en justice? Le doyen Cornu et Foyer, cité dans un article de Gilles Martin, disait une formule éloquente que j'ai retenue: n'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand, à un juge. Et heureusement, puisque vous seriez submergé, c'est la raison pour laquelle on a déterminé des règles d'accès au prétoire, et notamment l'intérêt à agir, pour dire qu'il n'y a pas de droit à réparation, il n'y a pas de droit à porter cette voix, et ça permet de moraliser en quelque sorte l'accès au prétoire et surtout de se débarrasser de problèmes très en amont pour ne pas avoir à en débattre publiquement dans le cadre d'un procès. Alors, un peu esquisser très rapidement les règles de l'intérêt à agir, à la fois en matière civile et en matière pénale. En matière civile, elles sont définies par l'article 31 du Code de procédure civile, qui dit que l'action est ouverte à toute personne qui se prévaut d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. C'est les deux composantes de l'intérêt à agir, mises en évidence également par les doyens Cornu et Foyer, pour lesquelles l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. Donc les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier l'intérêt à agir, et le défaut d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité de l'action. En matière pénale, les principes sont proches et sont définis par l'article 2 du Code de procédure pénale, qui dit que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage et directement causé par l'infraction. L'intérêt à agir doit donc être né et actuel, direct et personnel. De ces règles générales, on retient deux enseignements. D'une part, c'est que les communs dépourvus de personnalité juridique ne peuvent agir en justice et doivent le faire par la voie de représentants. Et d'autre part, ça veut dire que les représentants des communs ne remplissent pas les conditions qui sont fixées aux articles 31 du Code de procédure et 2 du Code de procédure pénale, puisqu'ils n'ont pas directement souffert du dommage ou ils n'ont pas directement un intérêt légitime au succès de la prétention. Donc, la solution ancienne a consisté à créer des fictions juridiques avec des personnes qui ne pourraient se prévaloir d'un préjudice ou d'un intérêt né d'une atteinte au commun, indépendamment de ses répercussions sur des personnes juridiques. Donc cette fiction juridique qui a permis à des associations de représenter, et en tout cas de se prévaloir d'un intérêt à agir pour défendre des intérêts collectifs, est assez ancienne, je peux citer un arrêt de la Chambre criminelle du 14 janvier 1971 qui reconnaissait pour la première fois l'intérêt direct et personnel d'une association pour agir pour la mémoire des déportés du nazisme, car l'objet social, son objet statutaire, était la protection de cette mémoire des déportés. Et cette approche a ensuite été utilisée en matière environnementale, d'abord au profit des associations agréées de protection de l'environnement par la loi de 1976, qui leur a permis de demander, en tout cas d'agir en défense des intérêts collectifs, indépendamment de la répercussion que pouvait avoir l'atteinte ou l'acte contesté sur leur situation personnelle. Et ensuite, cette approche a été élargie à d'autres personnes morales de droit public, cette fois-ci, à travers l'ancien article L263-1 du Code rural, qui est devenu L132-1 du Code de l'environnement, par la création d'une liste de personnes morales de droit public qui étaient habilitées à agir pour la défense de ces intérêts collectifs. Alors, le recours à la liste qui a été privilégié alors par le législateur a souvent été jugé de manière satisfaisante, puisque dès qu'on fait une liste, cette liste est souvent incomplète ou le devient au fil du temps. Et notamment dans la liste qui figurait
dans le code rural, dans les années 90, ne figuraient pas, par exemple, les parcs nationaux. Et la Chambre criminelle, par 2 arrêts du 8 mars 1995 et du 7 avril 1999, a, dans son œuvre de libéralité, considéré que cette liste n'était pas exhaustive et que le critère déterminant pour fonder la réparation d'un préjudice de nature environnementale au commun réside dans la preuve que l'une des missions dont ces personnes ont la charge est atteinte. Donc, dans cet arrêt de 1999, la Cour de cassation jugeait que l'atteinte portée par la contravention retenue aux intérêts que le parc national avait pour mission légale de préserver, je crois que c'est le parc national du Mercantour, caractérise pour celui-ci un préjudice personnel découlant directement des faits poursuivis distincts du trouble social, puisqu'il faut aussi distinguer l'action civile de l'action du ministère public en défense de l'intérêt général, puisque les parties civiles qui demandent, en tout cas qui entendent porter la voix des communs, portent une part de l'intérêt général qui peut aussi se confondre avec celle qui est défendue et poursuivie par le ministère public. Toujours dans une optique de libéralisme, la Chambre criminelle, dans l'affaire Ilrica, a d'ailleurs largement ouvert l'action en réparation du préjudice écologique en franchissant un pas supplémentaire, en considérant finalement que certaines personnes, ici les associations et les collectivités territoriales, pouvaient demander réparation de l'atteinte qui est portée au commun, indépendamment de ses répercussions sur les personnes juridiques. Donc là, c'était un cap supplémentaire, puisque ce n'était pas non seulement l'atteinte aux intérêts collectifs qui pouvait être réparé, le préjudice moral découlant de cette atteinte, mais le préjudice écologique, c'est-à-dire le préjudice, ce qu'on a appelé le préjudice écologique pur, indépendamment de ses répercussions sur les humains. Les associations ont également bénéficié de ce libéralisme d'accès au prétoire, puisque la Cour de cassation a également considéré que les associations qui n'étaient pas agréées pouvaient également demander réparation de l'atteinte aux intérêts collectifs et ensuite solliciter, sur le fondement de la jurisprudence Erika de 2012, la réparation également du préjudice écologique. Donc tout cela a amené le législateur à codifier le préjudice écologique dans la loi du 8 août 2016, en ouvrant le prétoire, cette fois-ci, plus directement au commun, c'est-à-dire les éléments des écosystèmes, hein, l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore, pour qu'ils puissent obtenir un droit de réparation à travers des représentants que le législateur entendait lister, encore une fois, tout en précisant que l'action était ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt à agir. Donc la professeure Marie-Angèle Hermite avait évoqué une personnification procédurale lorsque des mécanismes d'action en justice donnent une voix plus ou moins perceptible à des non-humains. Alors, qui peut agir en réparation des atteintes qui sont portées à ces non-humains, que sont les éléments des écosystèmes? Alors, il y avait deux visions opposées lors des débats parlementaires. Ceux qui partageaient une vision plutôt stricte et restreinte de l'intérêt à agir en disant que l'action ne pouvait être ouverte qu'au démembrement de l'État, à l'État et à ses non-membrements, en gros l'État, ses agences et ses établissements publics, et les partisans d'une action très largement ouverte à l'image des actions populaires par lesquelles des individus, des personnes peuvent demander réparation, peuvent agir au nom de l'intérêt général et qui sont largement répandues, notamment dans les pays sud-américains. Alors, le législateur a choisi une solution de compromis à travers à la fois cette liste de personnes qui pouvaient demander réparation, qui pouvaient représenter les communs, tout en précisant que cette liste n'était pas exhaustive et que toute personne justifiant d'un intérêt à agir pouvait porter cette voix des communs. Ça a été néanmoins une évolution majeure qui s'est prolongée par une seconde évolution majeure qui est celle de la loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017, qui a permis en quelque sorte d'internationaliser la question de la défense des biens communs. Aujourd'hui, sur le fondement de cette loi, vous avez des associations, parfois des collectivités territoriales, qui représentent, en tout cas qui entendent porter la voix de ces communs, aussi divers et variés que peuvent l'être les atteintes à la forêt amazonienne, dans le cas du procès qui sont intentés au groupe Casino ou BNP, l'accès à l'eau au Chili,
Ça, c'est un procès qui est intenté contre Suez. La défense de la biodiversité en Afrique orientale, à travers le procès qui est intenté à Total Energy pour son projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie. Le climat en général, à travers les procès contre Total et contre BNP, ou la pollution plastique et la contamination des écosystèmes par le plastique. Je fais référence ici au procès intenté contre Danone. Autre évolution majeure et contemporaine, c'est celle de l'émergence et de la montée en puissance de la question climatique et des procès climatiques. Question majeure dans lequel procès dans lesquels la question de l'interagir cristallise un certain nombre de débats, puisque contrairement à des atteintes localisées, la question climatique, potentiellement, bouscule les notions de l'interagir, puisque nous sommes tous potentiellement victimes du réchauffement du climat et nous pouvons tous, à des degrés divers, nous prévaloir également d'un intérêt à agir pour pouvoir défendre ce bien commun qui est une condition de notre survie sur la Terre. Alors, à travers cette question du climat et cette évolution sur le devoir de vigilance, je voudrais terminer par des évolutions que je juge inquiétantes de la jurisprudence sur cette question de l'interagir. On l'a vu, depuis 1976, le juge judiciaire a fait preuve d'un certain libéralisme en ouvrant plutôt largement le prétoire à la défense des communs, à la fois d'abord pour les associations, ensuite pour les établissements publics, enfin pour les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, notamment sur le fondement des premières décisions, alors qu'effectivement qui sont rendues qu'en première instance, on verra ce que diront les cours d'appel et la Cour de cassation, esquisse une tendance inquiétante d'une restriction de cet accès au prétoire, avec néanmoins des décisions qui peuvent être divergentes. Je vais faire référence à une première décision qui a été rendue par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire Total Climat, le 11 février 2021, dans lequel le juge considérait que la lettre des dispositions du Code de commerce qui prévoit cette obligation de vigilance à l'égard des grandes entreprises révèle que la préservation des droits humains et de la nature en général commande un contrôle judiciaire, et celui-ci ne peut passer que par un contrôle social fort permis par la publicité du plan de vigilance et par une définition lâche de l'intérêt à agir. Donc on voit en quoi le libéralisme que peut faire preuve du juge en matière d'intérêt à agir et d'accès au prétoire peut contribuer à ce contrôle social fort en vue de la défense des biens communs. Mais malheureusement, cette décision est pour le moment isolée, puisque les quatre affaires qui ont été jugées, soit en référé, soit par les juges de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, les 3 premières affaires sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance, ont toutes été jugées irrecevables. Le juge ajoutant des conditions à la loi pour fermer l'accès au prétoire et, de manière encore plus inquiétante, dans une décision récente du 6 juillet 2023, pour remettre en cause également le libéralisme qu'avait fait preuve jusqu'à présent le juge judiciaire, notamment en matière de réparation du préjudice écologique. Dans cette affaire, les collectivités territoriales et les associations demanderesses agissaient sur 2 fondements. Le premier, c'était la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance, et le second, c'était l'article 1252 qui prévoit une action en cessation de l'illicite, du préjudice écologique, de manière à faire cesser, en tout cas qui permet au juge d'enjoindre une personne de faire cesser une atteinte qui est constitutive d'un préjudice écologique. On l'a vu, le tribunal administratif de Paris l'a jugé dans l'affaire du siècle. Le changement climatique caractérise un préjudice écologique et c'est sur le fondement de cette disposition, de l'article 250 du Code civil, les collectivités et associations demanderesses demandaient la cessation du préjudice écologique. Le juge de la mise en état de Paris, de manière surabondante, puisque de toute façon il avait déclaré l'action irrecevable en ajoutant une condition supplémentaire pour l'accès au prétoire sur le fondement de la loi du devoir de vigilance, des dispositions du Code de commerce, de manière surabondante, a également déclaré l'action irrecevable sur le fondement de la cessation du préjudice écologique,
considérant, je cite, le préjudice dont elles se prévalent, les collectivités, il y avait notamment la ville de Paris, qui pourtant avait été jugée, dont l'intervention avait été jugée recevable par le Conseil d'État, et la ville de New York également, qui était aussi demanderesse. Le préjudice écologique dont elles se prévalent concerne non seulement leur territoire, mais le monde entier. S'il fallait les déclarer recevables au seul motif que le dommage qu'elles entendent voir réparer ou prévenir concerne leur territoire, cela signifierait que n'importe quelle collectivité locale dans le monde pourrait assigner une société devant le tribunal d'Océan au motif qu'elle contribue par son activité au réchauffement climatique. Le contentieux de la réparation et de la prévention du dommage écologique deviendrait alors impossible à maîtriser. Outre le fait qu'on a l'impression que le juge sort un petit peu de son office pour finalement faire de la politique, il semble également emprunter le régime de responsabilité civile de droit commun, conditionnant la reconnaissance d'un dommage à son caractère direct et personnel, alors même que les dispositions relatives au préjudice écologique dérogent à ces exigences. Je terminerai enfin, parce que je n'en ai pas parlé, mais pour dire quelques mots du contentieux administratif sur cette question, si j'ai encore 2-3 minutes. Alors, le juge administratif, on l'a vu, et le président Reynaud l'a rappelé, fait preuve plutôt d'un certain libéralisme par rapport aux évolutions récentes du juge judiciaire. Mais la difficulté ne se pose tant pas dans l'admission de l'intérêt à agir que dans le cadre des procédures qui permettent de prévenir les atteintes au commun et en particulier à la biodiversité. Et notamment l'inefficacité, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous sommes nombreux à le dire, à le répéter, à le réaffirmer, et les parlementaires l'ont également rappelé dans le cadre d'une mission flash qui s'est déroulée il y a quelques années. Le référé administratif environnemental est aujourd'hui inefficace et ne permet pas de prévenir les atteintes au commun. Je vous citerai un exemple d'un dossier où j'avais eu l'honneur de représenter un certain nombre de sociétés et une tribu amérindienne en Guyane contre une autorisation d'exploitation minière, donc un arrêté préfectoral, une autorisation d'exploitation minière qui portait sur une durée d'exploitation d'une mine sur 12 mois, avec une déforestation d'une forêt primaire sur un domaine de 100 hectares, donc c'était pas rien, avec un préjudice potentiellement irréversible. Donc nous allons en référé suspension contre cette décision et la jurisprudence du Conseil d'État en matière de recevabilité est que, s'agissant notamment d'associations ou de groupements, c'est que l'intérêt à agir, la recevabilité s'apprécie par rapport à la situation du requérant et non pas par rapport à la possible atteinte des intérêts collectifs qu'elles entendent défendre. Donc là, s'agissant d'une mine située en plein milieu de la forêt amazonienne, il y avait la situation d'aucun requérant n'était directement atteinte, si bien que l'action a été jugée irrecevable, si bien que nous avons été déboutés en référé, confirmé par le Conseil d'État, et ce n'est qu'un peu plus de 12 à 18 mois après que le tribunal administratif de Guyane, au fond, a annulé l'autorisation minière, mais le préjudice était déjà consommé et cette décision a été sans effet sur la protection des communs. Je souligne, et je terminerai par cela, puisque c'est aussi une question d'actualité, on le voit encore aujourd'hui, dans le cadre de nombreux projets d'aménagement, où les référés suspension, les référés administratifs sont inefficaces, ne permettent pas de garantir l'accès au prétoire pour défendre les communs. On le voit encore aujourd'hui avec la 69, où les référés ont été rejetés de manière assez classique, voilà. Ce qui ne préjuge pas que, au fond, comme on l'a vu dans le cadre du barrage de Sivins, du contournement autoroutier de Strasbourg, que le juge, au fond, au bout de 2-3 ans d'instruction, pourrait annuler le projet, le déclarer illégal. Mais dans ce cas-là, le préjudice, l'atteinte est consommée, puisque, vous avez entendu le ministre des Transports, quand on dit que les recours sont purgés, on parle uniquement des procédures en référé, évidemment, on n'attend pas les décisions au fond pour débuter les travaux. Donc cette question de l'intérêt à agir et de l'accès au prétoire devient aujourd'hui une question essentielle en matière administrative, puisque finalement ces difficultés ne font qu'alimenter la radicalité des luttes
écologiste. Et finalement, et je suis aussi, je vais peut-être en choquer certains dans l'assistance, mais parfois, je ne peux conseiller de rentrer dans une stratégie d'occupation des terres, hein, plus prosaïquement de création de ZAD, de zones à défendre, pour pouvoir préserver in fine la légalité et ne pas avoir un ouvrage qui soit construit et une atteinte irréversible au commun qui ne pourrait être réparée par une décision du juge qui interviendrait trop tardivement. Merci, cher Sébastien, pour ce grand écart entre Aristote et une ZAD. Mais cela étant, cela traduit ce pessimisme avec lequel tu as commencé ton intervention, et l'on voit aussi les difficultés que l'on évoquait sur non seulement l'intérêt à agir, mais aussi l'effectivité des recours. C'est ce que j'évoquais sur la question des référés. Et en t'écoutant, il y a une personne qui a un intérêt à agir. Ça va être une transition très facile, puisque en matière pénale, évidemment, parce que c'est le thème que M. le vice-procureur a accepté de traiter sur le droit pénal au secours des biens communs pour sa expérience marseillaise. Le ministère public ne se pose pas la question de savoir s'il a intérêt à agir, celui-ci est évident. Faut-il l'étendre, cet intérêt à agir? Des propositions ont été faites en ce sens pour reconnaître une sorte d'ordre public environnemental, puisque le ministère public a déjà, mais la charge est déjà lourde, un certain nombre de compétences en matière civile, ne serait-ce qu'en matière d'atteinte à la filiation. Pourquoi ne pas aller au-delà pour essayer de soutenir les actions des associations et ne pas seulement attendre d'elles cette action. Mais je reviens encore à nouveau sur le droit positif au-delà de ces questions prospectives pour déjà s'intéresser à ce que le ministère public peut déjà faire et à ce qu'il fait déjà. Et je remercie donc monsieur le procureur Sastré de sa présence. C'est un sujet, j'imagine, que vous avez pu voir à travers vos précédentes fonctions. Peut-être simplement un mot pour souligner ce tropisme exotique, puisque précédentes fonctions vous ont conduit à Fort-de-France, quand même, à Mayotte, mais aussi à Douai, avant que vous rejoigniez évidemment la juridiction aixoise et marseillaise, et ce dont on est ravi, en charge des pôles spécialisés, et donc notamment de la question environnementale. Tourner le micro. Merci, monsieur le doyen. Je m'associe aux remerciements pour l'organisation de cet événement et la qualité de l'accueil et surtout la qualité des interventions qui ont pu être écouté jusqu'à présent. Alors, tout le monde se pose ici finalement la question que fait la justice judiciaire, que fait le procureur face aux infractions. On est là pour lutter contre un sentiment d'impunité qui est probablement répandu dans la population, mais on n'a que vocation à donner un sentiment de justice. Pas plus. Alors, je me dois quand même d'être optimiste, et je vais essayer de l'être, même si ce n'est pas toujours nécessairement facile, parce qu'on doit appliquer des normes qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas ou très peu de jurisprudence, mais j'y viendrai dessus, on a une responsabilité, ou des normes qui ne sont pas nécessairement adaptées. Le rapport Molins, auquel vous avez participé, l'a expliqué, et évidemment c'est exactement ce qu'on perçoit en juridiction. À titre d'exemple, lorsqu'on vous dit que pour caractériser une infraction, il faut qu'il y ait au moins des atteintes pendant 7 ans, vous imaginez le débat que ça peut faire au pénal. C'est pour ça que régulièrement on envie la preuve civile et moi, pénaliste, je serai le premier à dire que la voie civile est aussi intéressante. Mais je vais quand même parler de ce que je fais. Les enjeux du droit pénal de l'environnement au niveau du parquet, c'est des enjeux de spécialisation. C'est pour ça qu'au parquet de Marseille, au pôle santé publique environnement, on est 3 magistrats du parquet, évidemment. Je laisserai Mathilde expliquer le fonctionnement de l'instruction. On a de nombreuses compétences sur lesquelles je vais revenir. C'est assez ingrat, d'une part, passionnant, ça j'y reviendrai ensuite, mais je parle d'abord ingrat parce que le temps judiciaire pour nos enquêtes est particulièrement marqué. Pourquoi ? Parce que c'est des contentieux où on est une matière à la croisée de différentes compétences, et notamment scientifiques. Donc on doit souvent, pour
avoir une preuve pénale, en tout cas des commencements de preuves pénales, avoir des expertises. Donc ça prend du temps. On doit confier ces enquêtes à des enquêteurs qui, fort heureusement, nous avons des enquêteurs spécialisés, mais pour faire tourner le parquet, eh bien, nous confions un grand nombre d'enquêtes à des enquêteurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés. Donc ils ont un petit peu le syndrome de la feuille blanche parce que autant enquêter sur des agressions, sur un vol, ça ils savent faire, autant enquêter sur une ICPE, même si on les co-saisit en général avec une administration spécialisée, ils ont une appréhension. Donc on a mis en place tout un tas de techniques grâce à l'équipe du pôle santé spécialisé. On fait des réunions, des réunions fréquentes avec les enquêteurs, on met des points d'étape et on leur transmet même des listes de questions à poser aux mises en cause, chose qu'on ne fait pas en droit commun, on n'en a absolument pas le temps. Ça c'est le côté peut-être fastidieux et pour faire sortir les dossiers, c'est facile, enfin, les faire rentrer, je reviendrai, ils rentrent les dossiers, on les a. Mais les faire sortir, c'est la difficulté et il faut qu'il y ait des jugements pour avoir une légitimité, pour qu'il y ait un sentiment de justice. Le côté passionnant, c'est comme je vous l'ai dit, on est au croisement de spécialités, de droit, de la science. La science est très très présente pour porter notre accusation. J'ai appris récemment ce qu'est une chouette chevêche, chardonnay élégant, les posidonies, on a tous entendu tous les bienfaits de la posidonie, le NOx, le SOx, l'oxyde d'éthylène, tout ça nous renvoie à nos cours de chimie de 4e, fort lointain. Mais disons que ça commande une curiosité intellectuelle qui est assez passionnante parce que on fait du droit, mais pas que. Sur nos compétences au sein des pôles spécialisés, on est d'abord pôle santé publique environnement. C'est une compétence qui ressemble 7 cours d'appel. Ça concerne les contentieux dits très techniques qui impliquent une substance ayant eu des effets sur l'environnement et l'homme. Ensuite, il y a la JULIS, juridiction du littoral spécialisée. Donc c'est une compétence qui réunit 4 cours d'appel. Pour faire simple, c'est la Méditerranée française. Et donc, c'est toutes les pollutions marines d'origine marine. Donc, je reviendrai éventuellement sur les pollutions atmosphériques, puisque nous avons quand même une politique pénale sur ce sujet-là. Les pôles spécialisés sont aussi compétents en matière maritime via le tribunal maritime. Donc là, c'est 8 cours d'appel, donc même les cours intérieurs, puisqu'il y a des eaux intérieures. Vous allez dire, pourquoi je parle du tribunal maritime dans une enceinte où on parle des communs? Parce que via une législation qui vise à protéger les posidonies, via le code des transports, nous réprimons les navires de la grande plaisance, on va dire, qui viennent mouiller l'ancre sur les posidonies avec une infraction facile à caractériser parce que c'est une infraction objective. Il suffit qu'il soit en zone interdite pour caractériser l'infraction. Il n'y a pas besoin de caractériser les atteintes aux posidonies sur la base du code de l'environnement. Et donc ça nous permet quand même d'avoir une politique pénale assez active sur ça parce que la grande plaisance, vous savez que sur nos eaux françaises, elle est très développée. Voilà. Et enfin, le pôle régional environnement, de Marseille, donc c'est la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui va de Tarascon à Nice en passant par Digne, etc. Et donc là, c'est tous les contentieux techniques. J'avais dit avant pour les PSPE très techniques. Donc technique, c'est une déclinaison qui nous laisse quand même une certaine marge d'appréciation. Et pour l'ensemble de ces contentieux, je vous ai dit qu'on était une équipe de 3 magistrats, mais on a des assistants spécialisés. Et là, vous comprendrez qu'on est bien épaulé. La justice a plutôt tendance à pleurer. Là, au niveau du pôle de Marseille, donc on ne fait que ça, même si je ne vous parle pas que d'un des collègues fait aussi de l'habitat insalubre. Tout le monde sait que c'est un sujet à Marseille, et de l'urbanisme. On a un assistant spécialisé vétérinaire qui est aussi spécialisé en environnement vert, qui est présent ici, monsieur François-Xavier Temple. On a un assistant spécialisé en environnement gris, parce qu'on a besoin de compétences sur ça, monsieur Antoine Pinesso, ici présent, qui vient de l'Adréal et qui vient de nous donner son expertise en la matière. Et là, je peux vous dire qu'on en a également beaucoup besoin. On a un médecin, on a un pharmacien, et ensuite on a d'autres assistants spécialisés qu'on partage avec la GIRS. On a un douanier et un agent des finances publiques
parce que dans nos dossiers, le nerf de la guerre, comme beaucoup, c'est l'argent qu'on essaie de saisir dès le début de l'enquête, notamment en matière de déchets. Après, je ne me développerai pas, mais on a des instances de coopération, notamment le Coalen, devenu Colden, mais donc nous, il existe depuis 2012. On a le groupe opérationnel des Calanques, que vous développerez certainement, et des groupes locaux de traitement de la délinquance sur les déchets dans Marseille, et ça, on sait que c'est un sujet. Sur ces compétences, je voulais peut-être parler un petit peu plus que vous ayez une idée de ce qu'on fait, notamment sur le pôle santé publique. Le pôle santé publique, en quelques mots, c'est essentiellement des dossiers de pollution industrielle. Nous avons, avec FOSS, quelques grosses sociétés qui ont été évoquées à l'instant, pour lesquelles des informations judiciaires sont en cours. Nous avons peu de dossiers phytosanitaires. À notre sens, on devrait en avoir plus. Je reviendrai peut-être sur des éléments d'explication. Nous avons dans la vallée du Rhône un certain nombre d'affaires liées à des activités de blanchisserie, des activités plus sensibles nucléaires. Nous avons des dossiers d'amiante. Nous avons des dossiers d'exposition sur des questions de stérilisation de matériel médical. Donc c'est des dossiers où il y a des enjeux de santé, pour certains d'entre eux, très forts, avec des pollutions, mais également des personnes malades. Et donc vous comprenez toute la difficulté qu'est la nôtre de caractériser certaines de ces infractions, de faire les liens entre la pollution et la santé publique. Sur la Julis, nous avons à l'heure actuelle à peu près 25 dossiers en activité, enfin actifs, dont 14 en 2023. Donc la Julis, c'est toutes les pollutions marines d'origine marine. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un navire qui va laisser dans son sillage une traînée qui pourra être soit des eaux noires, soit des hydrocarbures. Ce qu'on appelle classiquement du dégazage, on en a beaucoup moins maintenant qu'il y a un certain nombre d'années, mais peut-être certains d'entre vous ont encore en mémoire en 2021 une pollution au nord-est de la Corse, en plein mois de juin, une énorme nappe de fioul lourd qui a été découverte pas lorsque ça a été commis, parce qu'on a un satellite qui balaye la Méditerranée très très régulièrement. Et faute de chance, manque de chance, ce jour-là, il ne l'a pas fait. Donc on a dû ensuite faire une enquête assez poussée de rétro-dérive, de croisement de tous les... de ciblage de tous les navires qui étaient passés sur zone. Mais vous comprenez très bien que si on n'a pas une constatation en flagrance, c'est compliqué. Pour autant, on n'a pas essayé de lâcher. On a fait... le centre de sécurité des navires a contrôlé 5 ou 6 navires en France, qui ont fait étape en France, qui étaient ciblés par rapport à leurs caractéristiques, leur notation, ciblés par rapport évidemment à leur route. On a fait une demande d'entraide avec les Italiens, qui sont tout à fait coopératifs, qui nous ont répondu très vite. Donc c'est un contrôle documentaire, évidemment, hein, parce que sur leur livre de bord, sur leur roadbook, ils notent tout. Bon, malheureusement, on l'a classé, mais... il y a quelques années, je ne pense pas qu'il y aurait eu des enquêtes comme ça, parce que il y a une forte attente, et donc on se doit de tout faire pour retrouver le mis en cause. Et même si peut-être le mis en cause a été contrôlé, même si ça ne nous a pas permis d'avoir la preuve pénale, voilà, notre idée c'est que ça a du sens de tout mettre en œuvre, surtout par rapport aux attentes de la Corse qui a été largement exposée. Après, il y a des pollutions de la plaisance. Donc ça concerne les navires, mais aussi la petite, moyenne et grande plaisance. Hein. On a des flagrances de navires qui relâchent des eaux noires dans des zones interdites. Les eaux noires, c'est les toilettes. Hein. Et lorsque les navires font 20, 30, 40, 50 ou 60 mètres, ça a quand même des conséquences, surtout dans des milieux fragiles comme la Corse ou le 06 ou le 83. Donc ces bateaux sont systématiquement poursuivis. On a là je parle dès lors qu'un navire aussi qui va vidanger ses cales avec des eaux, du gasoil, enfin de l'huile, les douanes survolent très régulièrement la Méditerranée, et on n'a besoin que d'une seule photo
Et sur la base d'une photo, un expert des douanes va nous dire quel type de carburant c'est. Et ce n'est même pas une expertise, selon la Cour de cassation, c'est une preuve. Donc c'est quand même un moyen finalement assez aisé de caractériser des dossiers. Donc il y a assez régulièrement des bateaux de plaisance et de commerce qui sont confondus par cette technique. Voilà. Ensuite, peut-être quelques mots, puisque ça a été évoqué, sur la pollution atmosphérique. Nous avons un partenaire très actif qui est le Centre de sécurité des navires, donc qui dépend des AFMAR, qui contrôle régulièrement les navires, donc à Marseille, à Fos, à Sète, à Nice, en Corse, et qui, via toujours un contrôle documentaire, peut détecter des infractions, donc notamment sur la mauvaise utilisation des carburants. S'ils ont utilisé des carburants moins onéreux, donc contenant plus de soufre, ou alors l'utilisation de leur scrubber. C'est un système qui a vocation à laver les fumées pour permettre une utilisation de carburant plus soufré, donc moins onéreux. Donc un navire qui lave ses fumées peut utiliser du 3,5% de soufre. Un navire qui ne les lave pas doit utiliser en mer du 0,5% et au port du 0,1%. Bon, c'est un peu technique, mais pour vous donner un ordre d'idée, dans nos réservoirs de voitures, c'est du 0,06. Donc ça donne une ordre d'idée que malgré tout, c'est pas non plus, on n'est pas encore sur des carburants propres. La politique pénale, c'est donc de systématiquement, lorsqu'un navire est interpellé en infraction, d'ouvrir une enquête, de saisir la gendarmerie, de faire entendre le commandant, le chef des machines, et de remettre une convocation par officier de police judiciaire parce qu'on sait très bien que si le bateau repart, le commandant ne reviendra plus. Ils ont très bien compris. Donc ensuite, ça a été remarqué, mais les personnes morales, ça serait bien, enfin les exploitants, ça serait bien aussi qu'elles soient à la barre. Oui, lorsque c'est une société européenne, mais la plupart de ces navires sont Caïmans, Belize, Malte. Donc c'est un petit peu compliqué d'aller entendre une boîte aux lettres sur une île paradisiaque. Donc l'objectif, c'est donc d'abord, les compagnies sont solidaires de leurs commandants en général malgré tout. Donc lorsqu'on a cité en justice le commandant, on a deux alternatives. Soit on cite, grâce à une disposition du Code de l'environnement, la société personne morale en prise en charge de tout ou partie de l'amende à laquelle serait condamné le commandant. C'est ce qui avait été fait dans le dossier Azzurra. Mais le pendant, c'est qu'elle ne s'expose qu'à 200 000 € d'amende maximum. C'est pas beaucoup, mais les sociétés, notamment de croisière, n'aiment pas trop la publicité d'une audience correctionnelle. L'autre alternative que l'on a mise en œuvre, c'est les conventions judiciaires d'intérêt public. On les met en œuvre via les avocats. C'est une discussion qu'on fait démarrer après avoir remis une convocation en justice au commandant pour déjà avoir une prise, parce que c'est une manière de commencer des négociations en position de force. Et on voit qu'il y a une adhésion assez rapide des sociétés pour ce type de négociation, parce que ça supprime l'aléa judiciaire et ça accélère le traitement. Parce qu'on vous l'a fait plutôt courte, mais l'Azzurra, il y a eu jugement à Marseille, appel, cassation, retour de cassation. Donc une société part pour entre 3 et 6 ans de procédure. Donc ça a un coût et un allé judiciaire qu'il n'y a pas dans la CGIP. Mais la difficulté de la CGIP, et ça on l'explore, c'est qu'il n'y a pas de débat judiciaire. Et du coup, les parties civiles ne sont pas nécessairement appelées, même si elles peuvent l'être, et ça c'est la réflexion qu'on a, d'ouvrir les CGIP aux parties civiles, parce qu'il y a, ne serait-ce qu'à Marseille, il y a un fort sentiment d'injustice face à ça. Donc c'est les pistes sur lesquelles on s'oriente. De toute manière, la CGIP vit sa vie indépendamment des réparations civiles qui pourront être trouver. Donc c'est une orientation dans laquelle on veut aller. L'autre aspect de notre politique pénale, je vous ai parlé de répression, il y a aussi
il y a peu de temps, un navire, nous avons immobilisé un navire. Parce qu'il y a deux hypothèses. En général, les commandants sont plutôt pas des délinquants. On les entend en audition libre. Si le commandant dit non, moi je dois parier dans 2-3 heures, soit on lui demande non, vous allez rester, on va vous entendre. Et si vous voulez partir, on vous met en garde à vue, comme tous les délinquants. Ou alors, pour éviter d'avoir ce débat, on immobilise le navire. Jusqu'à présent, l'immobilisation de navires ont été faites pour les pollutions, c'est plutôt Brest, les pollutions aux hydrocarbures, les choses qui choquent et qui frappent tout le monde. Alors que là, on est sur des pollutions qui disparaissent en quelques secondes. Enfin, le vent, le Mistral fait des miracles. Et la mer, en tout cas, c'est pas des pollutions visuelles qui choquent. Donc on avait une réticence, maintenant on l'a plus. Le bateau, on l'immobilise. On l'immobilise et lorsque le commandant, la société a la malchance que ce soit un vendredi, nous, l'enquête a été finie le dimanche et on l'a immobilisé contre versement d'un cautionnement. Et compte tenu que la société exploitante était en Asie, le temps que le virement soit effectif et que notre régie qui applique les règles de contrôle, c'est tous les minuit, j'ai appris qu'on peut constater. Donc le bateau n'a pu repartir que mercredi, après une immobilisation, un vendredi soir. Donc ça aussi, ça a du sens, parce que c'était un navire, ce qu'on appelle un Panamax de 150 mètres. Le jour d'immobilisation, c'est à peu près $17 000. Donc voilà, ça a du sens parce que les quais du grand port maritime de Marseille ont été immobilisés. Il y avait un navire qui attendait, et c'est en chaîne, et le bateau devait être à Dunkerque dans quelques jours après. Il aura du retard. Donc ça a du sens. C'est une répercussion dans un milieu. J'insiste un peu sur ce sujet parce qu'il est sur les CEGIP. On doit prendre plusieurs critères. La remise en état des lieux, donc un peu compliqué pour nous. C'est la société qui va démontrer que ces process vont être révisés. La CEGIP a été plutôt pensée pour la remise en état des lieux d'un lieu pollué. Mais à notre sens, nous parquets, tribunal judiciaire de Marseille, et ça c'est l'autre volet, on est incité à le faire parce que notre capacité de juger est aussi limitée. Et ça c'est un petit peu inavouable. On n'a pas d'audience, on n'a pas suffisamment d'audience pour tout juger. Donc on va être, c'est un peu du pragmatisme et ça nous permet d'évacuer rapidement des dossiers, mais on est tout à fait conscient que ça évite un débat judiciaire. Voilà, donc je vous ai dit, je vous ai donné un exemple très concret. Le PRE, en quelques mots, et je vais arrêter parce que je n'ai même pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Le PRE, c'est essentiellement des déchets. On en a deux approches, le déchet de voyous. Et ça, vous avez certainement entendu, Saint-Chamas, etc., l'incendie, avec des sociétés qui disparaissent, qui est traité parfois par la GIRS ou par nous, et le déchet de sociétés qui est bien en place. Là également, ces sociétés bien en place, qui ont eu recours à des transporteurs peu scrupuleux, vont très vite jouer le jeu de nos demandes, et la réparation est quand même assez facile. Ils iront plutôt rapidement nettoyés parce qu'ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux. Et donc c'est aussi la porte ouverte à des CEGIP est plutôt efficace parce que la réparation du dommage causé à l'environnement ou à un particulier, c'est le premier des objectifs. Voilà. Et je dirais quelques mots pour conclure sur les services d'enquête. Et la particularité, c'est qu'on avait recensé au sein des pôles santé publique, enfin du pôle spécialisé, on a à peu près 59 administrations, institutions et services d'enquête avec qui on travaille. Cette pluralité a pour conséquence qu'on a une difficulté évidemment à avoir une direction, parce que la direction d'enquête commande d'avoir une main un petit peu sur ces services. J'en finirai avec l'administration, et c'est un sujet qui nous touche beaucoup, enfin qui nous préoccupe beaucoup. Là, on travaille beaucoup avec l'ADREAL, ces administrations, la DDTM, la DDPP, ces administrations parfois ne rament pas dans le même sens que nous. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plutôt, elles, il y a des considérations politiques, mais ça c'est un autre sujet, elles ont une culture de l'avenir, alors que nous, on s'intéresse au passé. Finalement, on s'intéresse à une infraction qui a été commise et on ne veut pas qu'il y ait d'impunité, on veut une réparation. L'administration, elle,
sur l'avenir. Et du coup, l'administration, nous, le but, c'est qu'on sache ce qui se passe, même au niveau administratif. Et si on ne le sait pas, au final, c'est l'administration qui dirige l'action publique. Donc les dialogues qu'on veut mettre en place et qu'on a déjà bien mis en place avec l'Adréal, c'est d'arriver à avoir les informations suffisantes, notamment, je prends sur FOSS, pour pouvoir envisager, je dis bien envisager, une politique pénale industrielle de lutte contre les... Et pour ce faire, on doit avoir toutes les informations pour pouvoir décider si telle ou telle infraction est judiciarisée, et pour le décider, il faut le savoir. Voilà, je vais m'arrêter, parce que j'ai plein de choses d'autres à dire, peut-être que ça sera plus intéressant de voir par des questions. Un grand merci, monsieur le procureur. C'était passionnant. Vous aurez écouté encore beaucoup plus longuement, mais c'est l'inconvénient d'intervenir en fin de journée parce qu'on voit que le temps presse et ne pas retarder la synthèse et sans doute le cocktail qui suit. Peut-être simplement, en vous écoutant, une réflexion, mais je pense que c'est assez intéressant puisque à travers les exemples que vous avez montrés, on comprend bien que le rôle de l'autorité judiciaire, en particulier du parquet, afin de sanctionner les atteintes au bien commun, en particulier à l'environnement, s'inscrivent, n'y voyez pas un mauvais jeu de mots, dans un écosystème. On voit les sanctions négociées, mais pour avoir une capacité à négocier des sanctions, il faut aussi avoir des arguments. Alors ça peut être la convocation en justice, ça peut être aussi le risque réputationnel que vous avez évoqué. Et d'une certaine façon, il faut aussi que les sanctions susceptibles d'être prononcées cette fois par la juridiction soient suffisamment importantes pour qu'il n'y ait pas, quelque part, un manque de moyens dans l'argument que l'on peut ensuite évoquer. Et c'est peut-être sur ce point que l'on voit, pour certains en tout cas, une forme de déception dans les CJIP qui ont pu être conclus, parce que quand on voit celles qui ont été conclues en matière de corruption, de blanchiment, avec des records à 2 milliards, mais c'était 1 milliard auparavant, 300 millions, 500 millions, etc., et les 60 000 euros marseillais, il faut quand même s'en féliciter, parce que c'est l'amende de CJIP la plus importante, il y a un décalage qui est quand même assez important. Alors, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas les mêmes entreprises, c'est difficile de comparer, mais on voit qu'on a un outil pour des faits exceptionnels avec des sommes exceptionnelles, et on a l'impression que la CJIP environnementale peine encore à se développer, en tout cas, alors que les faits sont nombreux. Et puis, dans cet écosystème, vous l'avez souligné, je m'arrêterai là, il y a aussi la sanction pénale vis-à-vis de la sanction administrative. Et c'est vrai que c'est aussi une difficulté absolument essentielle qui avait déjà été mise en évidence. Je me permets de souligner les travaux qui étaient faits à l'époque par le GIP sur la mission commune sur la justice pour l'environnement, avec vraiment au-delà de la politique, mais une conviction de l'autorité administrative qu'elle est la mieux à même d'apporter des réponses pour prévenir et d'une certaine façon sanctionner les atteintes à l'environnement. Comme vous le disiez, de ce point de vue-là, si on n'a pas d'affaires, on ne peut pas poursuivre. À travers ces exemples concrets, on voit ces difficultés, même si il y en aurait évidemment beaucoup d'autres. Et peut-être c'est l'occasion d'essayer d'avoir une vue d'ensemble et de se tourner vers le siège, si j'ose dire, et vers Mathilde Bloch, qui est vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, qui a débuté sa carrière à l'instruction et qui l'a poursuivie après une parenthèse en chambre civile, mais qui depuis quelques années est en charge au service de l'instruction du pôle santé publique et évidemment sur les questions environnementales avec les PREU, j'aime pas cet acronyme, mais peu importe, elle peut avoir cette vue d'ensemble parce qu'on voit bien sur la complexité qu'il peut y avoir dans des exemples concrets qu'il y a aussi une complexité peut-être plus structurelle, mais je ne doute pas que, chère Mathilde, tu vas nous en parler puisque c'était déjà des débats qui nous avaient animés. Je ne vais pas me préciser parce que je ne peux pas y résister, que nous étions en binôme sur les travaux menés par le groupe Molins. Chère Mathilde, je te cède tout de suite la parole. Merci Jean-Baptiste. Je tiens à remercier Madame la Première Présidente de la Cour d'appel et l'Institut d'avoir organisé ce colloque. Les premières juridictions spécialisées en matière environnementale, les JULIS et les pôles santé publique et environnement, ont été créées il y a plus de 20 ans. On pourrait donc s'attendre à ce que l'autorité judiciaire bénéficie aujourd'hui d'une longue expérience lui permettant d'assurer un traitement efficace des atteintes à l'environnement. Ceci ne reflète pas la réalité. Jusqu'à une période récente, le nombre de procédures d'environnement traitées par les juridictions était faible. Les choses sont en train de changer, heureusement, puisque le volume de saisines en matière environnementale augmente, sous l'impulsion d'une sensibilité croissante des magistrats à ces problématiques
et d'une mobilisation des citoyens et des associations qui, portées par des avocats spécialisés, initient davantage de procédures. On a vu effectivement l'énergie déployée par Maître Mabille et France Nature Environnement pour faire vivre ce contentieux. Cet essor est également à mettre en lien avec la création des pôles régionaux environnementaux par la loi du 24 décembre 2020. La création de ces pôles régionaux s'est faite à rebours de la tendance actuelle qui consiste à confier à des juridictions à compétence nationale les sujets les plus complexes. C'est le cas de la grande criminalité et du terrorisme qui sont du ressort du parquet national financier, de la GINALCO ou du parquet national antiterroriste. Il ne faut pour autant pas en déduire que l'environnement, parce qu'il ne bénéficie pas de sa juridiction nationale, serait un sujet de rang inférieur. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter Michel Sastre, et on entendra tout à l'heure le parc des Calanques, et l'on comprend que pour lutter efficacement contre les atteintes à l'environnement, il est nécessaire de nouer, mais également de faire vivre un dialogue avec les partenaires institutionnels de l'autorité judiciaire, ce qui ne peut se faire de manière efficiente et opérationnelle qu'à un échelon local. En dépit de cette dynamique qui est à l'œuvre dans les pôles régionaux, il faut s'attendre à ce que le développement d'une pratique judiciaire performante prenne du temps, car la matière est très complexe. Cette complexité tient en premier lieu à la nature protéiforme des atteintes à l'environnement qui peuvent concerner l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore, être circonscrites à un territoire ou être diffuses. Cela rend difficile la modélisation des savoir-faire, ce qui permet habituellement de gagner en efficacité. Dans beaucoup de contentieux, en effet, les enquêteurs mettent au point des canevas d'investigation, y compris dans des contentieux techniques comme l'amiante, ce qui leur permet de prendre en charge beaucoup plus rapidement les procédures et sans avoir nécessairement beaucoup d'expérience sur le sujet. En deuxième lieu, la résolution d'une affaire fait appel à des connaissances scientifiques dans des domaines très variés tels que la chimie, la physique ou la biologie, qui font défaut aux magistrats et qui nécessitent qu'un éclairage technique soit apporté sur ces questions. En troisième lieu, enfin, la réflexion juridique s'exerce sur des incriminations qui sont dispersées entre différents codes et au sein même du code de l'environnement qui sont éclatées entre différentes polices spéciales, ce qui rend la loi pénale peu lisible. S'y ajoute le fait que bien souvent, pour établir une faute pénale, il convient d'analyser différents textes tels que des arrêtés préfectoraux, tels que la réglementation spécifique s'appliquant aux parcs nationaux et aux réserves naturelles, ou encore, concernant les espèces, la Convention de Washington sur les espèces CITES et les arrêtés nationaux de protection. Pour faire face à cette complexité, plusieurs outils et bonnes pratiques peuvent être mobilisés par l'autorité judiciaire. Il s'agit de la spécialisation des magistrats, du concours des assistants spécialisés, de la saisine de services d'enquête à compétences environnementales, du recours à l'expertise et de la collaboration avec les administrations. À Marseille, nous sommes 3 juges d'instruction spécialisés en matière environnementale. À notre arrivée, nous bénéficions tous les 3 d'une expérience de juge d'instruction généraliste et nous nous sommes spécialisés à l'environnement au fil des procédures que nous instruisons et également en suivant les formations qui sont dispensées par l'École nationale de la magistrature. Alors sur ce point, l'ENM a beaucoup fait évoluer son catalogue de formations puisque depuis l'année dernière, c'est très récent, mais elle propose une formation approfondie de 15 jours sur le contentieux environnemental destinée à accompagner les magistrats pénalistes et civilistes. L'une des particularités du travail des magistrats instructeurs au sein d'un pôle environnement, c'est la fréquence d'éco-saisine à 2 voire 3 juges d'instruction, selon la complexité et la sensibilité des affaires. C'est très intéressant parce que ça permet d'une part d'introduire de la collégialité dans une fonction qui est par essence solitaire, et ça permet aussi de mener plus efficacement des investigations, par exemple quand on doit perquisitionner une grande entreprise ou quand on doit mener simultanément plusieurs auditions. Cette dimension collective du travail au sein des pôles est d'autant plus riche qu'elle est de nature pluridisciplinaire grâce aux assistants spécialisés. À Marseille, Michel Sastre l'a dit, nous coordonnons une équipe de 4 assistants spécialisés, donc un médecin, un pharmacien, un vétérinaire et un inspecteur de l'environnement, qui exercent auprès de nous un rôle de conseiller technique.
Alors, concernant leur rôle à l'instruction, ils versent des notes à la procédure sur des points particuliers, ils nous assistent lors des interrogatoires, ils participent également aux perquisitions. À Marseille, nous avons fait le choix de ne recruter comme assistants spécialisés que des professionnels qui avaient une expérience d'inspecteur, soit de santé publique, soit d'inspecteur de l'environnement, car ça leur apporte une culture administrative et une maîtrise de la réglementation qui nous sont extrêmement utiles pour traiter les procédures d'environnement. En définitive, nos assistants spécialisés nous apportent les connaissances techniques et réglementaires que nous, magistrats, nous n'avons pu acquérir par notre formation initiale et notre parcours judiciaire. La spécialisation au traitement des atteintes à l'environnement concerne également les services d'enquête. Donc ainsi, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLESP, a été créé en 2004. Il s'agit d'un service de police judiciaire qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc il dispose d'une compétence nationale, est composé en majorité de gendarmes et organisé en 9 détachements territoriaux. Il dispose d'un conseiller environnement, d'un référent dopage et d'un pharmacien inspecteur en qualité de sachant pour l'ensemble de ces détachements territoriaux. Donc c'est quand même très largement insuffisant. Pour pallier à ce manque de moyens, l'Office s'ouvre à la société civile en recrutant en qualité de réservistes des professionnels qui ont des compétences dans des domaines spécifiques. Ces réservistes interviennent de manière ponctuelle en appui sur des procédures. À côté de l'OCLESP, il existe un autre service à compétence nationale en matière environnementale, c'est l'Office français de la biodiversité. Donc l'OFB a été créé en 2019 par la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc l'OFB exerce de multiples missions sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais il peut intervenir également dans un cadre judiciaire. Il dispose d'inspecteurs de l'environnement qui peuvent être requis par le procureur ou recevoir des commissions rogatoires du juge d'instruction. Cependant, les pouvoirs de ces inspecteurs de l'environnement sont limités par des prérogatives judiciaires qu'ils tiennent de lois spéciales. Sur ce point, la loi du 24 décembre 2020 a créé un nouveau service d'enquête spécialisé composé d'inspecteurs de l'environnement qui ont la qualité d'officiers judiciaires environnementaux. Ces officiers judiciaires environnementaux disposent, eux, des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire pour la recherche et la constatation d'infractions, bien sûr les infractions environnementales. Alors, on s'était félicité de la création de ce nouveau service d'enquête spécialisé jusqu'à ce que nous apprenions qu'en réalité, il n'était prévu que de créer 8 officiers judiciaires environnementaux sur 3 départements. Donc notre enthousiasme a été quelque peu douché après les annonces qui ont été faites. Ça ne manque évidemment pas de nous interroger sur le décalage qui peut exister entre l'objectif affiché par cette réforme qui était de renforcer l'efficacité de la justice environnementale et les moyens qui sont effectivement mis en œuvre. Cette spécialisation des magistrats, des services d'enquête, le concours des assistants spécialisés ne sont pas toujours suffisants pour établir la preuve des infractions environnementales. Il est souvent nécessaire de recourir à une expertise. Michel Sastre l'a aussi évoqué, par exemple pour déterminer la composition d'émissions polluantes, comme les conséquences environnementales de l'infraction. L'expert doit employer des méthodes reconnues et validées au niveau national. S'agissant d'un laboratoire, ça se traduit par une accréditation COFRAC et être en capacité également d'interpréter les résultats d'analyse pour répondre à des questions de la mission. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est l'insuffisance d'experts inscrits sur les listes des cours d'appel et de la Cour de cassation. Ça nous oblige donc à désigner en qualité d'experts des professionnels qui ne sont pas inscrits sur les listes et qui donc n'ont pas été formés au travail d'expertise, qui ne connaissent pas les règles procédurales, ni qui discernent mal les enjeux de leur intervention dans une procédure judiciaire, ce qui est source d'une certaine insécurité juridique. Donc quand on désigne un expert non inscrit, le travail d'accompagnement du magistrat tout au long de la mission d'expertise est quand même beaucoup plus important. On doit également s'assurer de l'impartialité de l'expert. Dans
D'autres manières de procéder au pôle santé publique et environnement, c'est de mener des entretiens informels avec l'expert en amont de sa désignation pour s'assurer qu'il n'est pas déjà intervenu dans le cadre de son activité privée pour les plaignants ou pour l'exploitant mis en cause, par exemple en réalisant des études d'impact. Et on s'assure également, par des recherches en source ouverte, qu'il n'a pas tenu de position partisane sur l'affaire en cause ou même sur le sujet en cause. Et dans les affaires les plus sensibles, on lui demande de signer une déclaration d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par le Code, mais que nous avons la pratique à introduit pour éviter que les parties, par la suite, ne soulèvent des contestations. Malgré le soin que l'on apporte dans le choix de l'expert, il n'est pas toujours possible d'apprécier les conséquences environnementales d'une infraction. Alors d'une part, parce qu'il n'existe pas vraiment de technique d'évaluation qui fasse consensus, on est un petit peu dans le flou de ce côté-là, faute de jurisprudence et de précédents assez abondants en la matière. D'autre part, parce qu'une contamination environnementale est souvent d'origine multifactorielle. La majorité des cas, elle est effectivement anthropique, mais elle va procéder de différentes activités humaines qui, généralement, ont été autorisées par l'administration. Il est également difficile de discriminer les conséquences de l'infraction des causes naturelles liées par exemple à la géologie des sols qui peuvent contenir à l'état naturel des contaminants chimiques. Donc, cela induit des questionnements sur l'imputabilité du dommage environnemental auxquels les experts, qui sont des scientifiques, ont du mal à apporter des réponses tranchées. La complexité de l'enquête environnementale impose enfin une bonne collaboration avec les administrations qui disposent de compétences dans ce domaine, telles que la DREAL. Donc ces administrations, parce qu'elles délivrent des autorisations et contrôlent les activités nuisibles à l'environnement au titre de la police administrative, sont une source d'information essentielle pour nous, les juges d'instruction. Donc on les sollicite régulièrement pour communiquer les rapports d'inspection, les mises en demeure, les rapports de contrôle, les arrêtés préfectoraux. Et généralement, on les entend en qualité de témoins dans nos procédures. Il est aussi possible de requérir l'assistance des inspecteurs de l'environnement de la DREAL en qualité de personnes qualifiées. Alors, dans ce cas-là, l'inspecteur de l'environnement vient nous apporter son concours sur un acte particulier. Par exemple, il nous assiste lors d'une audition, il analyse des données ou il nous assiste lors d'une perquisition. Il arrive que lorsque l'on sollicite le concours de l'administration sur une procédure judiciaire, on ne la mette pas dans une position très confortable. Cette situation se rencontre lorsque celle-ci n'est pas à l'origine des poursuites pénales. Le but poursuivi par l'autorité judiciaire, c'est la poursuite, la répression des agissements qui constituent des infractions à la loi pénale. L'administration, de son côté, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, doit tenir compte d'impératifs liés à la préservation de l'emploi, de la richesse économique d'une région, à la fourniture d'un service essentiel pour la collectivité. Donc face à un comportement d'écart d'un exploitant à la réglementation, son premier réflexe n'est pas forcément d'aller vers la sanction, ni de transmettre à l'autorité judiciaire un signalement ou une procédure. Elle va s'efforcer, ça rejoint ce que disait Michel Sastre en fait, elle va s'efforcer d'accompagner l'exploitant pour qu'il se mette en conformité avec ses obligations environnementales sur une période qui peut parfois être un peu longue. Donc elle n'accueille pas forcément de manière très favorable l'intervention du judiciaire dans le domaine de l'environnement. Ce qui fait que sa coopération peut être parfois mesurée. Pour dire les choses avec diplomatie, mais voilà. Un autre facteur limitant est bien sûr le manque de moyens de l'administration. Donc elle n'a pas toujours le temps de nous apporter son aide sur les procédures, et cette situation fait bien sûr écho à celle que nous, institutions judiciaires, nous rencontrons. Alors nous l'avons vu, des solutions existent pour répondre à la complexité des atteintes à l'environnement. Pour autant, malgré les évolutions considérables de ces dernières décennies, le dispositif répressif est encore perfectible. C'est l'objet de la réflexion que nous avons conduite dans le cadre du groupe de travail présidé par M. Molins, auquel Jean-Baptiste Perrier et moi-même avons participé.
Donc ce rapport, je l'évoque très brièvement, formule 13 recommandations qui concernent l'amélioration de la coordination et du dialogue des acteurs, la modification de l'organisation judiciaire et l'amélioration de la réponse pénale. Parmi les préconisations du rapport, il est proposé de créer une acculturation solide au contentieux environnemental, notamment en renforçant les formations communes associant magistrats judiciaires et administratifs, inspecteurs de l'environnement et officiers de police judiciaire. Il est également préconisé de créer une juridiction environnementale à compétences civiles et pénales, une proposition qui avait été reprise du rapport de la mission de justice pour l'environnement. Également de créer un service d'enquête à compétence nationale qui viendrait se substituer à l'Office français de la biodiversité et à l'OCLES. On n'aurait plus qu'un seul service, je pense que ce serait plus simple et plus efficace. Et enfin, nous avons également proposé d'étendre les prérogatives du parquet européen aux atteintes à l'environnement les plus graves. Nous espérons que ces propositions seront une source d'inspiration pour les instances administratives et politiques et qu'elles contribueront à renforcer l'effectivité de la justice environnementale. Je vous remercie. Merci sincèrement, chère Mathilde, d'avoir souligné à la fois cette complexité et tenté d'esquisser quelques pistes pour y répondre. Alors on voit bien qu'il y en a qui sont peut-être solubles. Le manque de moyens, c'est un choix. Manque de moyens de magistrats, d'officiers, d'experts, d'assistants spécialisés. À travers cette construction, on peut aussi voir se dessiner la question qui revient de l'équipe autour du magistrat. Et on voit bien que sur des sujets aussi techniques que celui-ci, cela a du sens. Complexité de l'objet aussi, et ça peut-être la question est moins soluble, ça fait écho à ce que vous disiez, monsieur le procureur, c'est-à-dire comment caractériser un dommage qui durera 7 ans. Ça semble bien difficile. À l'inverse, il y a des pollutions qui se voient tout de suite. Les déchets, on parlait de Saint-Chamas, mais parfois ils ne brûlent pas toujours. En tout cas, on les constate. Pour une pollution atmosphérique, la chose est plus délicate. Bref, on voit bien que là, la réponse est bien plus difficile pour remédier à cette complexité. Et puis peut-être en souligner une nouvelle, parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans la facilité en opposant l'autorité judiciaire qui serait parée de toutes les vertus, même s'il y en a beaucoup, et l'autorité administrative qui voudrait garder les affaires. Je crois que l'on a ici un rôle nouveau du juge dans la sanction des atteintes à l'environnement, peut-être à construire dans la prévention des atteintes à l'environnement, mais que dans un temps qui n'est pas si loin, il faudra peut-être que le juge interroge ce rôle au regard du nécessaire contrôle de proportionnalité. Cela a été évoqué tout à l'heure sur la liberté d'entreprendre. Est-ce qu'on va tout sanctionner et tout interdire ? Pour l'instant, les faits qui sont portés à sa connaissance ne souffrent pas trop de difficultés, mais à n'en pas douter sur la limitation au droit de propriété, sur la limitation à un certain nombre de droits et libertés face à la protection de l'environnement, ce qui a pu être consacré aussi, le droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, etc., il y aura une conciliation à opérer. Peut-être que là, d'autres considérations, justement, entreront en ligne de compte. Je ne suis pas plus long parce qu'on arrive au terme de cette journée. Il a été aussi souligné, au titre de la complexité, cet éclatement entre les polices spéciales. Et peut-être que, sur ce point, le parc national des Calanques est un exemple, on a même osé dire un modèle, pour ce qui peut être mis en œuvre en termes d'appréhension d'un objet unique et pour éviter cet éclatement de 59 acteurs, etc. Et donc on remercie très sincèrement Madame Gaëlle Berthaud, qui est la directrice depuis une année du parc national des Calanques, mais qui auparavant connaissait bien ces sujets, peut-être apprécier la transition que j'ai faite, au titre de l'autorité administrative, mais pas que. Et donc, chère Madame, je vous cède tout de suite la parole. Je vous remercie, monsieur le doyen. Je vous remercie, madame la présidente et madame la directrice. Alors, je vous remercie d'autant plus que moi, je ne suis pas économiste, mais je suis en plus ingénieur, et ingénieur des ponts, eaux et forêts. Donc, en plus, il m'est même arrivé de construire des routes. Donc, autant vous dire que pour une fin de journée, je vous apporte un petit exotisme quand même, et qui va être aussi dans ma présentation avec quelques images. Du coup, je vais essayer de vous parler du parc national. Alors, je vais aussi vous évoquer ce qu'est le parc national des Calanques et essayer d'insister, mais c'est vrai que ce n'est pas ma culture, sur le cadre juridique. En tout cas, vous dire comment on a réussi à essayer d'avoir ces liens dans une gestion partenariale. Alors, le parc, il a cette particularité qui est que...
Je parlais trop fort, c'est ça. Il suffit d'éloigner. Ah, c'est pour ça qu'il était mis là. C'est bon là? Du coup, il m'a complètement coupé le son. C'est bon. Alors, le parc, il a cette particularité et c'est pour ça aussi, peut-être, quand je regarde par rapport aux autres parcs nationaux, on a 11 parcs nationaux en France. Il est vrai que mes collègues, alors France, pas que la France métropolitaine, mais mes collègues me disent souvent qu'on est un des parcs qui a des actions judiciaires les plus importantes. Alors, vous avez cité le Mercantour. Mais je crois quand même, et on le verra notamment dans les agents mobilisés, en tout cas, on est un des seuls parcs d'ailleurs où un certain nombre de mes agents sont armés, ce qui n'est pas le cas d'autres parcs en France. Et c'est cette proximité de la ville et de l'activité humaine qui en fait aussi une des particularités. Alors on a des usages, et là je peux vous dire qu'on a choisi de belles photos, parce que parfois on a des photos qui sont beaucoup moins belles, qui sont des usages multiples et qui ont des impacts qui sont très forts. On vous a fait grâce de belles photos avec beaucoup de déchets. Mais là, vous voyez quand même qu'on a aussi une activité qui est importante. Alors, c'est une activité économique, mais aussi une activité humaine. On note 3 millions de visiteurs dans le parc national. Alors, quand on regarde, enfin, si je compare par rapport à mes collègues en Cévennes qui sont à peu près à 500 000 visiteurs dans l'année, c'est vrai qu'on voit que les dimensions sur un espace qui est beaucoup plus petit sont très fortes. Et on a des paysages exceptionnels. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, FNE avait mis une photo de Calanque. C'est vrai, alors ce sont des paysages exceptionnels, mais ce sont aussi et surtout des espèces remarquables, puisqu'on est des hotspots de biodiversité. Alors d'ailleurs, quand on parle de biodiversité, il faut avoir en tête que ce n'est pas seulement l'espèce qu'on protège, mais aussi c'est l'habitat dans lequel l'espèce peut vivre. Et donc là, on vous a mis quelques petits florilèges, donc à terre, dans l'air et puis en mer. Donc après ces belles photos, revenons au socle réglementaire. Donc avec un code de l'environnement qui définit notre cadrage de fonctionnement et notamment dans le code de l'environnement, un décret de création du parc qui est un décret qui est très récent pour le parc national, puisque là où mes collègues des autres parcs ont une quarantaine, cinquantaine d'années, nous on a 10 ans. Avec donc ce décret de création du parc qui a été fait en 2012. Un décret qui est assez fort aussi quand même, si on se compare avec d'autres parcs, et notamment, on l'évoquera dans une carte, on a des sujets qui sont inscrits dès le décret, qui peuvent être sujets d'ailleurs à beaucoup de discussions. Je pense aux zones aujourd'hui de chasse autorisées dans un parc national, et je pense aussi, à l'inverse, à des zones de protection sur la pêche, et donc ce sont des zones de non-prélèvement. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Il faut savoir que ce sont des sujets qui ont été inscrits dans le décret, donc avec une force sur le territoire, puisque certains me demandent de le changer, mais bien heureusement, c'est pas moi qui peux changer les choses. Et je dis bien heureusement parce que ça peut être un sujet quotidien. Et on a la charte. Et donc la charte, elle définit ce qu'on appelle un projet de territoire, le caractère, les vocations, mais aussi des modalités d'application de la réglementation en cœur. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait que la chasse relève du décret, ça veut dire qu'elle ne relève pas de la charte. Et nous arrivons dans une période où on va faire l'évaluation de cette charte. Et notamment, l'une des questions, c'est de savoir si elle va être révisée ou si on va la garder en l'état. Et puis, on a des actes dérivés du décret et de la charte qui peuvent être pris par le conseil d'administration ou le directeur et qui précisent au quotidien ce qui a pu être inscrit dans cette charte, qui font des dérogations à la réglementation ou à des réglementations nouvelles, mais qui sont faites, et qui sont prises en partenariat aussi. On l'évoquait tout à l'heure avec les propriétaires. On a de nombreux propriétaires sur le parc national des Calanques et qui sont prises aussi en partenariat et en tout cas en collaboration avec les collectivités territoriales. Le périmètre, vous l'avez là. En fait, le parc national des Calanques, c'est surtout un parc marin, puisqu'on a notamment dans le cœur de parc. Le cœur de parc, c'est ce que vous avez en vert sur le terrestre et ce que vous avez en bleu foncé sur le marin. C'est là où s'applique la réglementation plus forte. On a un cœur marin qui est de 43 000 hectares, 43 500, et un cœur terrestre de 8 000 hectares. Donc on voit bien qu'on est sur une proportion d'un cœur marin qui est très fort. Et sur cette carte, on voit donc les zones que j'évoquais tout à l'heure, les zones de non-prélèvement qui sont en orange.
Donc ce sont des zones où la pêche n'est pas autorisée et donc on laisse les espèces pouvoir se développer et pouvoir se reproduire. Donc ça, c'est un aspect assez fort dans la zone maritime. Alors les missions, je crois que c'est toute la difficulté qu'on peut avoir, mais c'est ce qui en fait le côté passionnant. C'est qu'on a des missions qui sont à agir avec différents aspects. C'est celui d'accueillir tous les publics. On pourrait très bien se dire, on a un parc national, on met sous cloche, et puis là, les espèces seraient protégées, elles seraient seules. Toutefois, quand même, l'une de nos missions, c'est aussi, et parce qu'on est dans cette proximité à l'urbain, c'est d'assurer ce lien commun entre l'homme et la nature. Ça fait partie des sujets au quotidien. Comment est-ce qu'on peut montrer que l'homme peut vivre avec la nature et la nature avec l'homme? Et parfois, c'est parfois un petit peu difficile. Parce que parfois, d'ailleurs, on a un homme qui aime s'approcher de la nature et notamment des animaux. Donc c'est d'ailleurs, ça a fait l'objet dernièrement d'une décision judiciaire. Développer la connaissance scientifique, parce que bien sûr, il faut mieux connaître ce qui nous entoure, les études, les suivis, et puis cette valorisation de la connaissance scientifique. Apporter aussi les solutions adaptées sur la gestion de l'espace naturel avec de multiples enjeux. Et on a un espace aussi qui est jeune, mais où on a connu une histoire. Et moi, en termes de... Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais ce serait vraiment bien qu'on puisse bivouaquer dans le parc des Calanques, parce que quand j'étais petit, je le faisais avec mes grands-parents. Quand je vais dans le Mercantour ou dans les écrins, j'aime bivouaquer. » En fait, le problème, c'est que si on autorise, alors on l'interdit bien sûr, mais si on autorise le bivouac dans les Calanques, en fait, on a un géant camping, sans eau, sans toilette. Donc vous imaginez, en fait, c'est un espace qu'on ne saurait pas préserver. Donc c'est aussi ça, les solutions adaptées à la gestion de l'espace naturel. C'est ce qui peut être prévu dans certains endroits d'autres parcs nationaux. Ce n'est pas possible dans le parc des Calanques. Et le sujet de réduire aussi les risques de dégradation. Il y a un risque qui est majeur pour nous, donc on en est sorti, il est très prégnant pendant la période estivale, c'est le risque incendie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein du parc national des Calanques, il est interdit de fumer. Et donc dans l'ensemble du parc, ce qui est quand même assez inhabituel. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres espaces naturels en France où il y a cette interdiction sur l'ensemble du territoire, une interdiction aussi forte. Et puis on a cette lutte contre des pratiques et de façon générale qui induisent des atteintes, ce qu'on appelle irréparables au patrimoine. Et là on est aidé notamment par Maître Mabille qui nous assiste sur ce sujet-là, notamment sur la question aussi de la réparation qui n'est pas forcément très facile en matière de biodiversité. Alors je voulais juste vous évoquer un sujet, mais je vais faire vite parce que je crois que l'heure passe. Et j'avais dit que je vous parlais que de photos. C'est une expérience qu'on a menée, l'expérimentation de la calanque de Sugiton, qui est quand même quelque chose d'assez fort, puisque pour la première fois, on a soumis un contingentement l'accès à un territoire. Et on l'a soumis sous des principes qui sont vraiment environnementaux. C'est pas seulement de permettre à quelques apifious de se réserver la calanque, mais c'est bien de se dire que cette calanque, si on ne faisait rien, en fait, elle aurait eu une atteinte irrémédiable à l'environnement. Donc je passe, il y a eu un certain nombre de débats au sein du conseil d'administration, mais fondamentalement, une décision qui a été prise en juillet 2021, qui a été renouvelée pour 5 ans en novembre 2022, et je peux dire qu'on n'a eu aucune contestation. Aucune de nos décisions n'a été attaquée. Moi, le président du conseil d'administration, qui est un élu, mais qui est un président de conseil d'administration de parc, donc il n'a pas d'autorité sur l'ensemble des agents du parc, mais il me dit qu'il n'a pas eu aucune contestation. Donc on voit, alors c'est sûr on a eu toute une campagne de communication avec réserver c'est préserver, qui a permis de faire comprendre le sens et qui a eu un impact assez fort. On a reconduit cette mesure sur 5 ans et on pourra évaluer les bienfaits environnementaux sous un moyen terme quand même, il faut être assez clair. Ce n'est pas en 1 an qu'on pourra revoir la végétation reprendre sa place. Et donc cette délibération, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, elle vaut réglementation, puisque ce territoire... il n'est pas possible d'y aller sans réservation. Alors c'est 2 week-ends au mois de juin, 2 week-ends au mois de septembre, mais tout le mois de juillet et le mois d'août.
Juste un petit focus, le parc national, c'est pas énormément d'agents, c'est une 50aine d'agents, avec, alors on ne voit pas grand-chose, mais on a donc des experts, mais on a aussi un certain nombre d'agents qui sont sur le terrain. Et on a souhaité vous faire un petit focus sur les inspecteurs et les inspectrices de l'environnement, parce que c'est vrai que c'est un statut assez particulier. Donc ils ont des prérogatives en police administrative, où ils sont sous mon autorité, et en police judiciaire, où ils sont sous l'autorité du procureur. Et donc ils ont des missions de recherche, de contrôle des infractions en matière de dommages sur l'environnement. Ils établissent les preuves, ils établissent aussi un certain nombre de rapports, donc les preuves de dégradation, les conséquences. Donc ils sont au contact du parquet sur ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'on a un certain nombre de cadres qui nous demandent de renforcer cette politique de l'environnement dans un système de tutelle du ministère de l'écologie, et on a aussi l'Office français de la biodiversité qui a une forme de rattachement notamment de ses moyens humains. Moi, ce qui me paraît important, c'est que ces inspecteurs de l'environnement, quand ils sont aussi sur le terrain, on parle de garde moniteur, ce sont les mêmes qui assurent ces missions aussi d'éducation à l'environnement, ces missions de conseil à des gens, tout un chacun qui pourrait venir. Donc c'est bien aussi cet intérêt qu'on peut avoir de ne pas être que dans des formes de police administrative ou de police judiciaire. Sur un espace qui est comme ça, où je vous avoue, de toute façon, on pourrait doubler, tripler. On aurait des actions en police et en police administrative et police judiciaire qui seraient importantes. Et je ne suis pas sûre qu'au final, on aurait une totale transformation des pratiques dans le parc. Alors, on a évoqué, il y a un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle le groupe opérationnel Calanque, qu'on appelle le GOC, qui a été mis en place par le parquet, qui est une structure, alors moi je ne la connais pas très bien encore, hein, depuis 1 an j'y suis allée une fois. En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est vraiment un lieu où on va pouvoir mettre en commun toutes nos interventions. On va pouvoir discuter aussi d'une vraie logique, une vraie définition de la politique pénale sur ce territoire, d'être en relation sur des opérations communes, et ce qui nous permet d'être très efficaces par rapport à ce territoire. Et ça nous permet aussi de présenter les réglementations spéciales. Donc bien entendu, quand on a passé la réglementation de Sugiton, elle a été évoquée dans cette instance, sur cette cohérence qu'on peut avoir entre nous. Alors ce groupe, il est assez efficace, hein, puisqu'on en a fait aujourd'hui le diagramme. 2012, c'est la création. Vous voyez une forte augmentation, donc en bleu, ça concerne tout ce qui est administratif, et en orange, le judiciaire. Le judiciaire, je dirais qu'aussi, on se limite aussi à nous, ce qu'on peut arriver à conduire, et avec des actions fortes hein, qui peuvent être mises en évidence, et dont, quand elles sont terminées, on peut assurer aussi une communication forte dessus. Et puis vous voyez en bas, en fait, on a des catégories d'infractions. Bon, je ne reviendrai pas sur des questions liées au feu. Tout à l'heure, je l'évoquais, qui ne sont pas anodines, d'usage de feu, puisque tout à l'heure, je disais qu'il est interdit de fumer, mais il y en a quand même qui font des barbecues ou des petits foyers pour faire des barbecues. Le territoire, c'est intéressant de voir qu'on a des procédures par zone, et que la mer est un espace, c'est ce que vous voyez en gris, en fait, c'est 85% aujourd'hui des procédures. C'est complexe, hein, ce sont des procédures complexes. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, on est aussi. Moi, j'ai toujours encore pas bien compris hein, qui faisait quoi et où et comment. On est quand même sur un territoire assez complexe, et puis avec une fréquentation qui est grandissante. On a des actes de délinquance, on a aussi des réseaux qui se développent hein, et qui peuvent parfois aussi un petit peu nous dépasser. Enfin, je pense à tout ce qui est location illégale, ce qui est blanchiment d'argent, soyons très clairs, aujourd'hui, on trouve ça en mer. Il y a eu un accident dramatique il y a 15 jours, notamment fait par un bateau. Ce bateau, on sait très bien qu'aujourd'hui, il exerce une activité économique qui n'est pas légale. Et je vous remercie avec une belle photo pour votre attention. Merci à vous à la fois pour ce propos passionnant et puis de l'avoir su l'illustrer avec ces belles images. On prend quelques questions. Voilà, quelques questions, mais rapidement. Oui. L'heure étant avancée, si...
S'il n'y a pas de questions, c'est que le propos a été limpide et complet. Et donc, je remercie à nouveau tous les intervenants, remercie à nouveau l'IRDG et la Cour administrative d'appel pour leur accueil et céder évidemment la parole à notre collègue pour cet art délicat et subtil de la synthèse. Merci à vous.